Jamais je n'aurais pensé passer ma vie à élever un Bigfoot, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et je n'échangerai pas un seul instant de cette vie pour quoi que ce soit au monde. Tout a commencé lors d'un blizzard, fin janvier, alors que j'avais 42 ans. Cela faisait environ 5 ans que je vivais seul, dans ma cabane à l'orée de la forêt. Mon mariage s'était mal terminé, une lente et silencieuse déliquescence qui m'avait laissé vidé de toute substance. Mes enfants avaient leur propre vie en ville, occupés par leur carrière et leur famille, et j'avais choisi la solitude profonde des montagnes plutôt que le bruit incessant des faux-semblants. La cabane était petite mais confortable, une solide petite boîte de pin et de pierre nichée entre des pins immenses et un ruisseau qui chantait une chanson différente à chaque saison. Je passais mes journées à lire, à peindre des aquarelles qui n'étaient jamais tout à fait réussies, et à faire de longues promenades sans but dans les bois où personne ne pouvait me demander comment j'allais avec cet air apitoyé. Le blizzard s'était levé dans la nuit, sans crier gare, un mur blanc et furieux qui s'était abattu sur le flanc de la montagne. Je me suis réveillé pour découvrir près d'1 mètre de neige déjà au sol, et il en tombait encore si dru que je ne voyais pas au-delà de mon porche. Le vent hurlait à travers les arbres, un son aigu et plaintif qui faisait gémir toute la cabane. J'avais survécu à de nombreuses tempêtes d'hiver dans ces montagnes, mais celle-ci semblait différente, plus méchante, le genre de froid qui pouvait vous tuer en quelques minutes si vous n'étiez pas prudent, celui qui vous gelait l'air, même dans les poumons. J'ai passé la matinée à alimenter mon feu, regardant les flammes dévorer bûche après bûche et voyant la neige s'accumuler de plus en plus haut contre mes fenêtres, m'isolant peu à peu du monde. Vers midi, pendant une brève accalmie dans l'assaut du vent, je l'ai entendu. Un son qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. Ce n'était pas vraiment un cri, ni tout à fait un hurlement. C'était quelque chose entre les deux, aigu et désespéré. Un mince filet de son presque englouti par la tempête. Puis je l'ai entendu à nouveau, plus proche cette fois, un son de pure et absolue misère. N'importe qui de sensé serait resté à l'intérieur, aurait verrouillé la porte et jeté une autre bûche sur le feu. Mais j'avais appris, durant mes années de solitude, que je n'étais pas toujours sensé, et quelque chose dans ce son a transpercé les couches d'engourdissement que j'avais bâties autour de moi. J'ai enfilé mon manteau le plus épais, enroulé une écharpe autour de mon visage jusqu'à ne laisser voir que mes yeux, attrapé mon sac d'urgence, et je me suis frayé un chemin dehors, dans le blizzard. Le froid m'a frappé comme un coup de poing. Le vent projetait la neige dans chaque minuscule interstice de mes vêtements vives et cinglantes. Je pouvais à peine voir à 2 mètres devant moi. Un tourbillon blanc incessant, mais j'ai suivi ce cri, utilisant mon solide bâton de marche pour sonder la profondeur des congères avant chaque pas. J'ai appelé, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un randonneur perdu ou d'un animal blessé, mais la seule réponse fut ce même gémissement désespéré. J'ai trouvé le bébé Bigfoot à 100 de mètres de ma cabane, bien que cela m'ait paru des kilomètres dans ces conditions. J'ai failli passer juste à côté de lui sans le voir. Il était enseveli dans une congère contre une bûche tombée. Seul le sommet de sa tête sombre et poilue était visible. S'il n'avait pas crié juste au moment où je passais, un son faible et tremblant, je l'aurais manqué complètement. Je suis tombé à genoux et j'ai commencé à creuser avec mes mains gantées frénétiquement. La neige volait de partout, tandis que je dégageais ce qui était enfoui là. Au début, j'ai cru que c'était peut-être un ourson, mais à mesure qu'il émergeait, j'ai réalisé que c'était tout autre chose. Il était petit, peut-être de la taille d'un enfant de 5 ans, couvert d'une fourrure brun foncé incrustée de glace et de neige. Ses yeux étaient immenses et marrons, à peine ouverts, et il tremblait si violemment que je pouvais le sentir à travers mes gants épais. Ses lèvres avaient une teinte bleutée, et j'ai réalisé avec une secousse d'horreur qu'il était en train de mourir de froid. Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce que je voyais. Le Bigfoot n'était pas censé exister, c'était une créature du folklore et des photos floues. Mais qu'elle soit réelle ou non, cette créature était en train de mourir dans mes bras.
J'ai arraché mon propre manteau et l'ai enroulé dedans, le serrant contre ma poitrine. Il était si froid, il semblait être un bloc de glace à travers mon pull. Il réagissait à peine, juste ce faible tremblement continu et des respirations superficielles que je sentais à peine contre ma joue. Retourner à la cabane fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Le vent me combattait à chaque pas et je devais tracer un chemin dans la neige qui m'arrivait aux cuisses, tout en agrippant le lourd paquet froid contre ma poitrine. Je le tenais à l'intérieur de mon manteau, essayant de partager le peu de chaleur corporelle que j'avais. Ces tremblements ont progressivement diminué et je ne savais pas si cela signifiait qu'il se réchauffait ou qu'il abandonnait. Quand j'ai finalement franchi la porte de ma cabane en titubant, je tremblais presque aussi fort que lui. J'ai refermé la porte d'un coup de pied contre le vent et je suis allé directement à la cheminée, ravivant les flammes jusqu'à ce que des vagues de chaleur se répandent dans la pièce. Je l'ai allongé sur mon tapis le plus épais juste devant le feu et j'ai commencé à lui frotter les membres à travers sa fourrure, essayant de faire circuler le sang. Il a fallu près d'1 heure avant que ses yeux ne s'ouvrent complètement. Il m'a regardé avec un mélange de confusion et de peur, mais il était trop faible pour faire plus que gémir. J'ai remarqué que sa jambe gauche était pliée dans un angle étrange, et en l'examinant attentivement, j'ai trouvé un gonflement autour de la cheville. Il avait dû se la blesser d'une manière ou d'une autre avant de se retrouver piégé dans la neige. J'ai également trouvé des coupures et des égratignures sur tout son corps, comme s'il avait couru à travers des broussailles denses et épineuses. Je l'ai enveloppé dans toutes les couvertures que je possédais et j'ai maintenu le feu rugissant. Il est resté là pendant des heures, ouvrant de temps en temps ses grands yeux marrons pour me regarder avant de retomber dans un sommeil épuisé. Je le regardais respirer, ayant encore du mal à croire ce que j'avais ramené chez moi. Le blizzard a fait rage pendant encore 3 jours. Pendant ce temps, le bébé Bigfoot et moi étions piégés ensemble dans ma petite cabane. Il dormait la plupart du temps, ne se réveillant que pour manger et boire. J'ai découvert qu'il adorait les baies, les pommes et toutes sortes de légumes racines que j'avais en réserve. Il s'est avéré être végétarien, refusant le thon en conserve que je lui offrais, mais dévorant un sac entier de carottes en une seule fois. Le 2e jour, il a essayé de se lever. Sa cheville blessée ne pouvait pas supporter son poids et il a basculé en avant avec un cri de douleur. Je me suis précipité vers lui et il m'a regardé avec une telle frustration et une telle douleur dans les yeux que mon cœur s'est brisé. J'ai fabriqué une attelle avec du petit bois et des bandes de vieux tissus, lui bandant la cheville aussi doucement que possible. Il m'a regardé faire avec ses yeux marrons si intelligents et je jurerais qu'il comprenait que j'essayais de l'aider. Le 3e jour, il avait commencé à me suivre dans la cabane. Il boitillait derrière moi sur 3 pattes, me gardant toujours en vue. Quand je m'asseyais pour lire, il s'installait par terre à côté de ma chaise. Quand je cuisinais, il s'asseyait dans l'embrasure de la porte de la cuisine et regardait, la tête penchée avec curiosité. Il ne faisait jamais de bruit, sauf s'il était blessé ou effrayé. La tempête s'est enfin calmée le 4e matin. J'ai ouvert ma porte sur un soleil aveuglant se reflétant sur la neige qui avait transformé mon monde en un paysage immaculé et étranger. Tout était enseveli. Le chemin vers mon bûcher avait disparu. Le ruisseau était gelé. Et quelque part, là dehors, pensais-je, se trouvaient les parents de ce bébé Bigfoot. J'ai passé des semaines à chercher le moindre signe d'un Bigfoot adulte dans la région. J'ai suivi le chemin jusqu'à l'endroit où je l'avais trouvé et j'ai cherché en cercle de plus en plus large à partir de ce point. J'ai cherché des empreintes, des branches pliées, tout indice qu'une grande créature était passée par là. Je n'ai rien trouvé. Il se tenait à ma fenêtre pendant ses recherches, me regardant partir. Son visage se pressait contre la vitre, son souffle l'embuant, et il restait là jusqu'à mon retour. Je revenais toujours le trouver exactement là où je l'avais laissé, comme s'il avait peur de bouger pendant mon absence. J'ai commencé à l'emmener avec moi dans mes recherches.
Sa cheville avait suffisamment guéri pour qu'il puisse marcher dessus, bien qu'il boitille encore. Je pensais qu'il pourrait peut-être aider à reconnaître une piste ou une odeur qui nous mènerait à sa famille, mais il ne montrait aucun intérêt pour le pistage. Il voulait juste rester près de moi, attrapant souvent ma main avec ses doigts étonnamment humains lorsque la forêt devenait trop dense ou sombre. L'hiver a laissé place au printemps, la neige fondant pour révéler la terre humide, et j'ai dû accepter que je ne trouverais peut-être jamais ses parents. Peut-être était-il mort dans le blizzard. Peut-être avait-il été séparé lors d'une migration. Peut-être avait-il abandonné ce jeune pour des raisons que je ne comprendrai jamais. Quelle que soit la vérité, j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer à chercher, ou je pouvais accepter que ce bébé Bigfoot était désormais sous ma responsabilité. La décision s'est prise d'elle-même, en fait. Il était devenu une partie de ma routine quotidienne. Je ne pouvais pas imaginer ma cabane sans le bruit de ses pas feutrés sur le plancher en bois, sans me réveiller et le trouver enroulé au pied de mon lit, sans la façon dont il m'apportait des pierres ou des pommes de pin intéressantes, comme si c'était des cadeaux précieux. Ce premier été fut une véritable révélation. Il a grandi vite, prenant plusieurs centimètres en quelques mois seulement. Son appétit est devenu énorme. Mon potager, que j'avais planté pour compléter ma propre nourriture, est devenu principalement son domaine. Il s'asseyait au milieu des plants de tomates et les mangeait directement sur la vigne, le jus coulant sur sa fourrure. Il a découvert un amour pour les fraises qui relevait presque de l'obsession. J'ai appris que les Bigfoot étaient intelligents d'une manière qui me surprenait constamment. Il a compris comment ouvrir les portes en moins d'une semaine. Il a compris comment utiliser des outils, ramassant des bâtons pour faire tomber les fruits des branches hautes. Il comprenait les routines et devenait anxieux si je m'en écartais. Un matin où j'avais dormi trop longtemps, je me suis réveillé pour le trouver assis à côté de mon lit avec un bol de baies, sa tentative de me préparer le petit déjeuner. Il aimait aussi l'eau. Le ruisseau, derrière ma cabane, est devenu son endroit préféré. Il passait des heures assis dans les bas-fonds, à regarder les poissons passer, essayant parfois d'en attraper un avec un succès limité. J'ai construit un bassin profond en barrant une section du ruisseau et il y nageait si longtemps que je devais venir le traîner dehors au coucher du soleil. Par un chaud après-midi de juillet, je travaillais dans mon jardin quand j'ai entendu des éclaboussures venant du ruisseau. Je suis allé voir et j'ai découvert qu'il s'était inventé un jeu consistant à attraper des écrevisses. Il en repérait une, la traquait lentement, puis fondait dessus à deux mains. La plupart du temps, l'écrevisse s'échappait. Mais quand il en attrapait une, il la brandissait triomphalement avant de la relâcher dans l'eau. Il n'était pas intéressé par le fait de les manger, juste par le défi de la capture. Ce même été, j'ai eu ma première vraie frayeur. J'étais allé en ville pour des provisions, le laissant enfermé dans la cabane par sécurité. Je n'étais jamais parti plus de quelques heures, mais cette fois, mon camion est tombé en panne et je ne suis rentré que bien après la tombée de la nuit. Je suis revenu pour trouver toutes les fenêtres de ma cabane brisées de l'intérieur, les meubles renversés, et lui, parti. J'ai paniqué. J'ai attrapé ma lampe de poche et j'ai couru dans les bois en l'appelant. Mon esprit s'emballait avec d'horribles possibilités. Il s'était enfui, il avait été enlevé, je ne le reverrai jamais. J'ai cherché pendant 1 heure, ma voix devenant rauque à force de crier. Je l'ai finalement trouvé blotti à l'endroit exact où je l'avais découvert pendant le blizzard. Il poussait ce même cri désespéré que j'avais entendu pour la première fois des mois auparavant. Quand il m'a vu, il a couru vers moi et m'a percuté si fort que nous sommes tombés tous les deux. Il s'est accroché à moi, tremblant, et j'ai compris ce qui s'était passé. Il avait cru que je l'avais abandonné, tout comme ses parents. Après cette nuit-là, je ne l'ai plus jamais laissé seul plus d'1 heure. Quand il a eu 2 ans avec moi, il était devenu trop grand pour ma cabane. Il mesurait près de 2,10 mètres et pesait probablement 130 kilos. Il ne pouvait plus passer confortablement par mes portes et devait se baisser pour éviter de se cogner la tête contre les poutres de mon plafond. Nous savions tous les deux que des changements devaient être faits. J'ai construit une extension à ma cabane ce printemps-là.
Une grande pièce avec de hauts plafonds et un sol renforcé est devenue son espace. Il a aidé à la construction, soulevant des poutres que je ne pouvais pas bouger et maintenant les murs pendant que je les clouais. Il semblait comprendre que nous construisions quelque chose ensemble, et il en tirait une fierté évidente. Sa chambre est devenue une collection de tout ce qu'il aimait. Des galets de rivière empilés en tours soignés, des morceaux de bois intéressants disposés sur des étagères, un énorme tas de branches de pin douce qu'il remplaçait chaque semaine pour les garder fraîches, une collection de plumes d'oiseaux organisées par couleur. Il avait un sens esthétique qui me surprenait constamment. En grandissant, son appétit a fait de même. Je plantais un potager plus grand chaque année. J'ai appris à chercher des plantes sauvages et des champignons qu'il adorait. J'ai aménagé une cave pour stocker les légumes pendant l'hiver. Ma retraite tranquille s'était transformée en la gestion d'une ferme pour une très grande créature très affamée. Il a également développé des routines et des habitudes que j'ai appris à contourner. Chaque matin, à l'aube, il descendait au ruisseau pour prendre un bain, quel que soit le temps. Il passait 1 heure à se toiletter, utilisant ses doigts pour démêler soigneusement sa fourrure, enlevant les brindilles et les bogues. Puis il se faisait sécher au soleil, sur un rocher plat, jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Il aimait la musique. Je mettais ma vieille radio en marche et il s'asseyait parfaitement immobile, la tête penchée, absorbant chaque note. La musique classique le rendait paisible. Il s'allongeait les yeux fermés, respirant lentement et régulièrement. La musique folk le faisait bouger, se balançant d'avant en arrière dans quelque chose qui ressemblait à de la danse. La musique rock le déconcertait et il penchait la tête d'un côté et de l'autre comme un chien perplexe. Un soir d'hiver, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il avait arrangé des pierres dans sa chambre pendant que je lisais près du feu. Soudain, il est apparu dans l'embrasure de ma porte, tenant un morceau d'écorce plat. Il avait utilisé du charbon de bois du foyer pour y dessiner quelque chose. C'était grossier, mais sans équivoque. Une simple image de nous deux, debout côte à côte. J'ai fixé ce dessin pendant un long moment. Il nous avait représentés, avait créé un symbole visuel de notre relation. Il comprenait que nous formions une unité, un duo, une famille. J'ai accroché cette écorce sur mon mur où je pouvais la voir tous les jours. Il semblait en être content, la touchant doucement chaque fois qu'il passait devant. Il y a eu des situations délicates avec des visiteurs. Une fois, un randonneur s'est perdu et a fini à ma cabane pour demander son chemin. Pendant que je lui parlais, Bigfoot est arrivé du coin de ma maison en portant une brassée de bois de chauffage. Le randonneur est devenu complètement silencieux, son visage a perdu toutes ses couleurs. Bigfoot s'est figé aussi, laissant tomber le bois avec un fracas. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Le randonneur a dit quelque chose qui ressemblait à une question, mais qui est sorti principalement en voyelles. Puis, il s'est retourné et s'est enfui, s'engouffrant dans les bois, si vite qu'il a laissé son sac à dos derrière lui. Bigfoot m'a regardé avec ce que je ne peux décrire que comme de la culpabilité, et j'ai commencé à rire. Il a penché la tête, confus, mais a semblé comprendre que la situation n'était pas grave et a ramassé le bois de chauffage. J'ai craint que ce randonneur ne rapporte ce qu'il avait vu, mais il n'en est jamais rien ressorti. Une autre fois, des chasseurs ont installé leur camp à environ 1,5 km de chez moi. Il est devenu anxieux, faisant les 100 pas dans sa chambre, émettant parfois des sons bas et inquiets. Il savait que les fusils signifiaient le danger. Le 3e jour, l'un des chasseurs s'est approché trop près de ma propriété. J'étais dans mon jardin quand j'ai entendu Bigfoot émettre un son que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était profond et caverneux et a fait vibrer mes os. Il a émergé des bois derrière ma cabane, se dressant de toute sa hauteur, mesurant facilement 2,40 m maintenant, et a rugi. Le chasseur l'a vu et a hurlé. Son fusil est tombé de ses mains. Le Bigfoot a fait 3 pas massifs vers lui, continuant à produire ce son terrible. J'ai couru entre eux, levant les mains. Il s'est arrêté immédiatement, me regardant avec des yeux fous. Je me suis tourné vers le chasseur et je lui ai dit de partir. Il ne s'est pas fait prier.
Après son départ, Bigfoot tremblait. Il s'est assis lourdement, a mis son visage dans ses mains et a fait un bruit de pleurs. J'ai réalisé qu'il n'avait pas essayé de blesser le chasseur. Il avait essayé de l'effrayer pour me protéger. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé vers la cinquantaine. L'arthrite me faisait mal aux mains. Mon dos me posait des problèmes. Je bougeais plus lentement. J'avais besoin de plus de repos. Il semblait percevoir ces changements. Il a commencé à faire une plus grande partie du travail physique autour de la cabane. Il transportait l'eau du ruisseau, creusait dans le jardin et il a appris à être mes mains quand les miennes ne coopéraient pas. Si je ne pouvais pas ouvrir un bocal, il le faisait. Si je laissais tomber quelque chose, il le ramassait. Il ne m'a jamais fait me sentir impuissante ou diminuée. Il faisait simplement et discrètement ce qu'il y avait à faire, comme je l'avais fait pour lui toutes ces années auparavant, quand il était petit et blessé. Un hiver, je suis tombé sur la glace et je me suis cassé la hanche. Je suis resté là dans le froid, incapable de me relever, la douleur me traversant le corps. Il m'a trouvé en quelques minutes. Très prudemment, il m'a soulevé, m'a transporté dans la cabane et m'a allongé sur mon lit aussi doucement qu'on dépose un bébé. Il a ensuite disparu et j'ai paniqué, pensant qu'il m'avait abandonné. Mais il est revenu 20 minutes plus tard avec mon plus proche voisin, ayant réussi à lui faire comprendre que j'avais besoin d'aide. Le voisin était terrifié mais l'a suivi. Bigfoot se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre, veillant à ce qu'on s'occupe de moi, avant de disparaître à nouveau dans les bois. J'ai passé 6 semaines à l'hôpital et en rééducation. C'était la plus longue période que j'ai jamais passée loin de lui. Quand je suis enfin rentré à la maison, il m'attendait sur mon porche. Il avait l'air plus maigre et j'ai réalisé qu'il avait à peine mangé pendant mon absence. Quand il m'a vu sortir de la voiture, il a poussé un son de pure joie et s'est précipité en avant, me prenant dans ses bras, faisant attention à ma hanche en convalescence et m'a juste serré contre lui. Mon voisin m'a pris à part avant de partir. Il m'a dit qu'il avait veillé sur Bigfoot pendant mon absence, laissant de la nourriture à l'orée des bois. Il l'avait observé de loin, l'avait vu assis sur mon porche jour après jour, attendant. Il m'a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi j'avais choisi de rester ici, seul, mais pas vraiment seul. Il a promis qu'il ne le dirait jamais à personne, et il a tenu parole. Pendant ma convalescence, il est devenu encore plus attentif, mon ombre et mon soutien permanent. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui lui arriverait après ma mort. J'ai commencé à écrire des instructions détaillées pour mon voisin, comment communiquer avec lui, ce qu'il aimait manger, ses routines et ses habitudes. J'ai aussi commencé à lui apprendre à être plus autonome, en lui montrant où je gardais les provisions d'urgence et comment allumer un feu avec des allumettes. Il semblait sentir que quelque chose avait changé en moi, une certaine conscience du temps qui passe, qu'il partageait. Il est devenu plus affectueux, plus enclin à chercher le contact physique, comme s'il essayait d'emmagasiner chaque détail de moi pour plus tard. J'ai 78 ans maintenant. Il doit avoir près de 40 ans, la quarantaine pour son espèce, si mes recherches sont fiables. Nous sommes ensemble depuis 36 ans, plus de la moitié de ma vie, et toute la sienne dont il se souvient. Mon corps est usé par le temps, mais ses yeux sont toujours vifs et intelligents. Nous avons nos routines. Chaque matin, il m'aide à sortir du lit et nous prépare un petit déjeuner de fruits et de légumes. Nous nous asseyons sur le porche, regardant la forêt se réveiller. Le soir, nous nous asseyons près du feu. Parfois, je lis à voix haute et il écoute. Parfois, nous restons simplement assis dans un silence confortable. Mon voisin vient chaque semaine, apportant des provisions et prenant de nos nouvelles à tous les deux. Il est devenu un ami pour Bigfoot, lui aussi. Il y a une entente entre eux. Mon voisin a promis que s'il m'arrivait quelque chose, il veillerait à ce que Bigfoot soit pris en charge. Cela me réconforte de savoir qu'il ne sera pas complètement seul. Les gens me demandent parfois si je regrette mes choix de vivre si isolé. Je leur dis que non, et je le pense sincèrement. Je ne m'attendais pas à trouver un but dans ce blizzard.
Je ne m'attendais pas à ce que le sauvetage d'une petite créature donne un sens à des décennies de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'un bébé Bigfoot devienne mon plus proche compagnon, mon aide, mon ami. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Je l'ai trouvé dans un blizzard, un bébé mourant. Il m'a trouvé dans mon propre blizzard, un isolement froid dans lequel je m'étais retiré. Je lui ai donné un foyer et il m'a donné une raison de vivre. Le soleil se couche maintenant. Bientôt, il va raviver le feu et nous nous installerons pour la soirée. Il m'apportera probablement du thé, comme il a appris à le faire l'année dernière. Nous resterons assis dans un silence confortable, deux vieux amis qui ont partagé toute une vie. Et demain, nous recommencerons pour tous les demain qui nous seront donnés. C'est notre histoire. Une femme et un Bigfoot vieillissant ensemble dans une cabane au bout du monde. Simplement la vie, vécue au jour le jour avec un amour inattendu et une loyauté têtue, et le contentement tranquille qui vient du fait de savoir que l'on est exactement là où l'on est censé être. Il vient de m'apporter mon thé, se concentrant très fort pour ne pas le renverser. Je devrais arrêter d'écrire maintenant et simplement être là, dans ce moment, avec cette créature qui m'a choisi autant que je l'ai choisi. Après tout, nous ne savons pas combien de moments comme celui-ci il nous reste. Pour plus d'histoires intéressantes, jetez un œil par ici.